Bonjour tout le monde, on va reprendre. Pour ceux qui joignent à nous en ligne, mon nom est Chantal Lavallée, je suis professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean. J'ai le plaisir de présider, de modérer le dernier panel de la journée, une journée bien remplie. Et donc, on va terminer avec une discussion sur les stratégies alliées. Avec nous en personne ici, on a Laurent Borzilio, Nicolas François Perron et Alexandre Courtemanche pour ce dernier panel. Comme la tradition s'est installée, je vais les présenter rapidement, avant chaque intervention. Donc, si on suit l'ordre du programme, on va commencer avec Laurent Borzillo sur le revirement stratégique de Macron. Laurent Borzillo, qui est stagiaire postdoctoral à l'ENA, titulaire d'un doctorat en co-tutelle en sciences politiques entre les universités de Montpellier et de l'Université de Montréal, et ses intérêts de recherche portent sur la sécurité et la coopération militaire en Europe, les relations transatlantiques et les interventions militaires contemporaines. Donc, tout désigné pour nous parler de la stratégie de Macron. Quelle est-elle? Merci beaucoup. Merci. Juste, je vais mettre PowerPoint. Partager l'écran. Et diaporama. C'est bon. Voilà. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc, oui, ravi de vous présenter cette communication qui fait suite aussi au questionnement qu'on a eu depuis ce matin et la présentation de Justin sur le fait que la France a changé, puisque on a présenté Justin dans ces données. La France devrait, j'insiste bien sur le devrait, être un pays qui augmente sa contribution. Et donc, ma présentation est sur justement le revirement stratégique de Macron et l'évolution, plus précisément, des rôles en France sur la guerre russo-ukrainienne. Voilà, ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Puisqu'en fait, quand on regarde l'évolution française, c'est un peu compliqué. Depuis 2022, si on prend donc sur la guerre russo-ukrainienne, au début on avait des postures sur il ne faut pas humilier la Russie, il faut justement la respecter, elle a une histoire, etc., à une posture de oui, il faut une défaite russe, ce qui est quand même une évolution notable. Pareil par rapport au rôle de l'UE et de l'OTAN, ça a été assez contradictoire en fait. Et quand je dis contradictoire, c'est pas dans le sens où on a eu une position A qui est passée à une position B dans le temps, mais plutôt un A qui passe à un B, qui revient à A1, qui passe après à un B2, qui revient après à A3, etc. Donc sur les questions de la place de l'UE de l'OTAN, on a le même problème. Même problème également par rapport ou contraste par rapport à ce qui a avancé, c'est-à-dire ça fait 2 ans que depuis le 7 juillet, les élections françaises, c'est un slogan qui n'est plus en avant, mais qu'on nous parle d'économie de guerre en France. Donc, en économie de guerre, on pense Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Dans les faits, le modèle d'armée n'a pas tellement changé. Les augmentations restent assez mineures. Tout ceci, quand même, ayant un impact, évidemment, sur ce que j'appelle l'autonomie stratégique européenne ou les projets d'autonomie militaire européenne. Ce qui fait que, c'est pour ça que je vous ai mis ces images plus haut. En fait, quand on regarde la politique, le pointeur fonctionne, ouais. Quand on regarde la politique et le gouvernement français des 2 dernières années, c'est comme quand on regarde une politique étrangère, il y a 2 options. L'option circuit Formule 1 Monza et l'option circuit Formule 1 Pays-Bas. Si ça, je donne circuit Formule 1 Monza, fonctionne. C'est comme ça. Et ça s'arrête ici. Ça, c'est une politique étrangère normale. Il a dit normale. Dans le cas de la politique étrangère française depuis 2 ans, sur un laps de temps quand même assez court, c'est vraiment amusant, on est plutôt sur un mode de circuit Formule 1 Pays-Bas. On ne demandait pas de prononcer le nom, mais ça donne ce truc. Ici, on repasse après un virage qu'on n'est pas ici. Là, on se dit, on se calme un peu, on ne va pas trop encore changer, mais on passe un virage ici, ici, un virage montagne à ce niveau-là, un autre virage montagne, une ligne droite mais ensuite, allez, et encore, donc 2 virages, histoire de perdre complètement l'analyse, et au final, terminer une situation où
dans les faits, vous aurez mieux fait de faire le monstre à la ronde. C'est quand même beaucoup plus reposant que d'essayer de comprendre la politique étrangère française, puisque sinon, vous terminez, donc, comme ce personnage célèbre, vous terminez à vous demander comment j'explique tout ça. Comment j'explique cette situation qui n'a pas de sens. Qui n'a d'autant plus pas de sens que, en fait, dans le cas de positionnement français, la France est toujours positionnée comme étant le chantre de l'autonomie stratégique européenne. Et c'est d'autant plus, on va dire, paradoxal, dans le sens où, depuis 2 ans, il n'y a jamais eu une période plus propice, en fait, à ce projet-là, puisque pour la réussite de ce projet-là, il y avait deux questions qu'il fallait répondre positivement. Premièrement, le fait qu'il y ait une menace conventionnelle forte aux frontières de l'Europe. C'est le cas, donc, depuis 2022, ça peut être le cas avant, pendant la guerre froide. Et surtout, une deuxième question pour laquelle il fallait une réponse positive, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un risque que les Américains se retirent d'Europe, ce qui est le cas depuis justement 2 ans. Pendant la guerre froide, ce n'était pas le cas. Donc, on est vraiment dans une période qui est la plus propice, en théorie, pour l'autonomie stratégique européenne. Et pourtant, on a donc ces revirements d'Emmanuel Macron et de la politique étrangère de défense française, où au final, on ne sait trop où ça s'en va, si voilà, ça s'en va, puisqu'on a des évolutions, mais aussi des blocages. Si je prends le cas des évolutions, depuis maintenant 2 ans, petit à petit, on a de plus en plus de discussions sur le parapluie nucléaire européen et français, qui est considéré pendant longtemps comme étant un tabou absolu, par le parapluie nucléaire français. Également, de plus en plus, pas dès février, mais à partir plutôt de l'automne 2022, l'évocation par les autorités françaises du pilier européen de l'OTAN, qui avait été un projet totalement abandonné pendant des années, la promotion par Paris de l'élargissement de l'UE et de l'OTAN, aussi bien à l'Ukraine qu'à la Moldavie. Je me rappelle quand même qu'en 2008, c'était Paris qui avait dit clairement non, on ne veut pas de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Désormais, que ce soit pour l'UE, l'OTAN, Paris tient un discours plus favorable. Et la tenue du discours plus favorable, mais en général par Paris, vis-à-vis des Européens d'Europe centrale. Vous avez mis par exemple les discours de Bratislava 2023 et de Prague 2024, où on est passé presque 20 ans plus tard de la phrase assez assassine, bête et méchante de Jacques Chirac pendant la guerre d'Irak de ils ont mieux fait de se taire vis-à-vis des Européens d'Europe centrale à désormais, ben oui, il faut prendre en compte leurs préoccupations, c'est important et ils ont raison. Mais à côté de ces évolutions-là, on a des blocages. Des blocages qui sont la faiblesse des dépenses militaires. La nouvelle loi de programmation militaire qui a été votée donc l'année dernière dans les faits, quand bien même elle a été présentée comme étant une augmentation par rapport à ce qui avait été avant, ben, par rapport au nouveau contexte, c'est pas vraiment une évolution. Au contraire, il n'y a pas vraiment d'augmentation notable. Justin parlait par exemple de la question des chars. Si vous prenez les chars français, on a une diminution du stock prévu, donc alors que en théorie, la guerre russo-ukrainienne tendrait plutôt à remettre en avant les chars. Absence de proposition également de coopération de la part de la France entre la NATO, Response Force et les groupements tactiques de l'Union européenne. C'est-à-dire on évoquait tout à l'heure, sur des plans de on va mobiliser facilement 500 000 hommes, des brigades, etc. En même temps, on a des forces concurrentes entre l'UE et l'OTAN, aucune coopération entre eux. Après, pardon. Et de la même manière, vous avez des blocages, des anomalies dans cette évolution. C'est-à-dire, par exemple, vous avez les Français qui utilisent toujours, enfin, coopèrent toujours aussi peu avec d'autres pays européens dans le cadre des groupements tactiques de l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne coopère toujours pas, par exemple, avec les Roumains ou avec les Estoniens, alors qu'il y a des troupes françaises qui sont sur place. Dans lesquelles on coopère toujours soit avec les Allemands, les Belges, et de temps en temps, tous les 10 ans, lorsque le triangle de Weimar ressurgit avec les Polonais, mais sinon, ça ne va pas plus loin. Et de la même manière, dans les anomalies, lors du discours de la Sorbonne 2024, d'avril, paraître loin maintenant, vu les élections européennes et les élections législatives, mais d'avril dernier, le président Macron qui évoquait à nouveau donc l'IEI, donc l'initiative européenne d'intervention, quelque chose qu'il a créé de lui-même en 2017 et qui, dans les faits, par la plupart des autres pays européens, est regardé de travers, en mode qu'est-ce que c'est que cet objet de plus qui, en fait, prend des capacités, ne sert à rien, si ce n'est peut-être à aider la France dans le cadre de son précaré africain. Donc, vous voyez qu'il y a des évolutions, mais aussi blocages ou anomalies. Donc, comment expliquer, en fait, cette situation? Cette situation, selon moi, elle s'explique parce que, justement, je vais passer à la suivante. En fait, ce qu'on a, c'est que on assiste en fait à une évolution, à des luttes intra-rôles parmi les rôles traditionnellement revendiqués par la France à l'international.
Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Une théorie en relations internationales qui parle justement des rôles revendiqués par les États sur la scène internationale, développée par Holsti dans les années 70. C'est une variante plus ancienne, si vous voulez, de manière schématisée, des cultures stratégiques, mais avec déjà l'idée à l'époque des sous-cultures stratégiques, c'est-à-dire différents rôles qui s'affrontent, mais avec quand même des différences. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est qu'on a, ça fait déjà plusieurs décennies maintenant que, depuis au moins 20-30 ans, vous avez deux rôles dominants dans la politique étrangère et de défense française. Le rôle de grande puissance et le rôle de promoteur du renforcement des capacités de l'Union européenne et des Européens. Et en fait, si on a justement ces évolutions, mais également ces blocages, c'est qu'en fait, on assiste en fait à une évolution intra-rôle, c'est-à-dire au sein de ces deux rôles, sur ce qu'ils impliquent, en particulier sur la relation en fait qu'ils doivent avoir avec l'OTAN, parce que la caractéristique de ces deux rôles jusqu'à maintenant, c'était justement qu'il n'y avait pas d'intégration de l'OTAN. C'est-à-dire l'OTAN était considéré justement comme un truc qu'on doit supporter, parce que ça existe, parce que malheureusement les autres pays européens, quand on leur parle de projets en dehors de l'OTAN, ils nous regardent de travers, mais dans les faits, côté français, il y avait plutôt un rejet assez fort, et en fait, l'évolution, enfin, les évolutions et ce qu'on assiste en ce moment, c'est justement l'intégration avec difficulté, avec des luttes justement, du rôle de l'OTAN au sein donc, au sein donc des deux rôles classiques de la France, tels qu'ils sont revendiqués internationaux, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un rôle, c'est composé de différents niveaux. Vous avez le niveau général, le niveau méta, qui est justement, on va dire, l'objectif général, c'est-à-dire être une grande puissance ou être un promoteur de l'Union européenne. Une fois que vous avez dit cela, un rôle, c'est surtout des objectifs, c'est-à-dire donner clairement des objectifs qui vont permettre d'atteindre donc cet espace de niveau méta qu'on a évoqué précédemment. Alors, si vous voulez être grande puissance, vous allez vous donner comme objectif d'avoir une grande force armée, typiquement. Et derrière ce niveau d'objectif, vous avez un niveau instrumental, c'est-à-dire vraiment les moyens. Si vous voulez vraiment une grande armée à l'heure actuelle, c'est-à-dire au XXIe siècle, ben, par exemple, ça peut être, vous allez augmenter votre stock de drones, d'avions, etc. Donc, vous allez faire des choix en lien avec cela. Et en fait, la nature de rôle étant d'évoluer, ce que l'on assiste donc depuis 2 ans, c'est justement une intégration donc, du rôle de l'OTAN dans ces deux rôles, en particulier sur l'autonomie stratégique européenne, puisque sur la question de l'autonomie stratégique européenne, c'est le fait de renforcer l'Union européenne, de renforcer les capacités européennes, pendant très longtemps, côté français, c'était encore une fois seulement à travers l'UE, absolument pas à travers l'OTAN. Et le fait que désormais on ait à nouveau un discours de il faut développer le pilier européen de l'OTAN, participe justement à cette intégration en fait de cet élément-là dans les rôles classiques de la France. Jusque-là, je vous ai mis, bon, on va passer rapidement, mais quelles étaient les composantes donc, des deux principaux rôles de la France. Ça, c'était avant donc, 2022. Si on avait le temps, je le prendrais plus, mais en gros, en détail, l'OTAN n'apparaît quasiment pas, ou elle apparaît juste à la fin dans la grande puissance, et seulement dans le cas où ça permet de coopérer avec les États-Unis. Il y avait vraiment un rejet de l'OTAN, parce que c'était l'idée que si on développe les capacités des Européens, c'est à travers l'Union européenne et absolument pas l'OTAN. Pour autant, depuis 2022, on a des changements. Et ces changements s'expliquent à cause justement de ces luttes que l'on a actuellement dans les rôles. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le cadre de ce travail, j'ai fait une classification donc, par niveau des différents changements et blocages que l'on a. En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que de manière générale, on a beaucoup d'évolution au niveau des objectifs des rôles, assez peu en fait au niveau instrumental. En fait, au niveau, si on regarde les changements proposés, vous avez beaucoup de changements au niveau donc, des objectifs, c'est-à-dire prise de position en faveur de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, évocation de la défaite de la Russie en Ukraine, propos sur le besoin de développer le pilier européen de l'OTAN, quelques changements au niveau instrumental, c'est-à-dire le fait de faire des exercices en Roumanie, par exemple. Mais à côté de ça, vous avez énormément en fait, de blocages. J'en ai juste certains en plus en grave que d'autres, mais énormément de blocages qui entrent seulement dans l'aspect instrumental. C'est-à-dire au niveau de la conversion des objectifs en un acte précis que là, ça ne suit pas. Et sur plein d'aspects, en fait, on a des décisions contradictoires
ou s'ils ne sont pas contradictoires, mais qui sont arrêtés par rapport à la nouvelle position. Par exemple, vous avez donc depuis maintenant un petit moment plusieurs discussions qui sont menées sur le fait que oui, le parapluie nucléaire français est censé contribuer à l'OTAN. Il doit être intégré donc dans les débats sur la défense européenne. Pour autant, est-ce qu'au niveau général, on a eu une proposition française d'intégrer le comité des plans nucléaires de l'OTAN? Absolument pas. Pour autant, quand même, ça commence à diffuser cette idée-là, puisque vous avez un rapport parlementaire il y a quelques mois où vous avez une députée du parti d'Emmanuel Macron qui a fait justement cette proposition-là, ce qui a quand même, jusqu'à pas si longtemps que ça, été considéré comme une aberration côté français. C'était l'idée juste d'aller dans le comité des plans nucléaires de l'OTAN juste pour discuter. On ne parle pas de mettre la dissuasion nucléaire française au service des autres ou des Américains, juste discuter là-dedans. Donc on voit qu'il y a un blocage quand même, un blocage qui se fait au niveau instrumental. Et en fait, comment on pourrait expliquer ce blocage? Alors il y a la possibilité de dire qu'au-delà du fait que c'est des luttes qui ont lieu actuellement au sein des rôles, on pourrait tout à fait aussi l'expliquer parce que justement, c'est de la dépense chantier. C'est-à-dire ça prend du temps, en fait, à convertir l'objectif très clairement. Il y a quand même aussi d'autres explications en lien avec la théorie des rôles qui pourraient justifier ce blocage. Le fait que justement, comme c'est des luttes, ben, le fait qu'au sein des administrations, ces changements de rôle ne soient pas forcément partagés. Pas besoin d'aller jusqu'aux notions d'état profond, mais en fait, dans les faits, vous avez quand même des services, des structures qui, justement, ne partagent pas forcément ces approches-là. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que, certes, vous avez cette évolution, en particulier au niveau des partis centristes. Pour autant, cette évolution est loin d'être partagée vis-à-vis des autres partis politiques. Vous avez y compris modérés. Je ne parle même pas de l'URN ou de la France Insoumise, mais vous avez plusieurs partis politiques qui sont justement un avis contraire par rapport à ça. Donc, si on voit quand même, c'est une évolution en cours qui reste quand même précaire, menacée, et qui quand même pose un problème avec ce modèle. C'est pour ça qu'il faudra voir dans le temps long, je terminerai là-dessus, qui pose un problème quand même de la justesse de ce modèle, puisque pour que ce modèle soit confirmé, il faut malheureusement attendre. Il faut attendre qu'on ait les données qui le confirment. Or, ça, c'est le problème justement avec cette théorie-là des rôles, des luttes intra-rôles, c'est que dans les faits, les données ne viennent que dans un deuxième temps, donc ça reste quand même une hypothèse, mais une hypothèse qui permet d'expliquer donc pourquoi on a ces blocages de manière récurrente et cette conduite un peu approximative de la Formule 1 française par le président Macron depuis donc 2 ans ici. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, on va poursuivre avec Nicolas-François Perron sur la stratégie Mélanie. Avant de vous donner la parole, je vais rapidement vous présenter. Donc, M. Perron est étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse aux prises de décision en ce qui a trait aux politiques étrangères et sécuritaires. Et ses travaux se penchent sur les questions normes, croyances et pratiques en sécurité internationale. Et donc, si vous êtes prêts, la parole est à vous. D'accord, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. D'accord, vous me ferez signe si la connexion coupe, parce que tout à l'heure, quand Laurent parlait, moi, j'étais perdu à quelques instants. D'accord, merci. Bonjour, oui, donc je m'appelle Nicolas François, je suis doctorant ici en sciences politiques à l'UQAM. Ma prise de parole aujourd'hui vise à contextualiser l'engagement italien envers l'Ukraine et contre la Russie. Donc, 3 éléments principaux. Depuis mars 2022, peu après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'Italie s'est engagée diplomatiquement, économiquement et militairement en soutien à l'Ukraine. Cet engagement marque, pour certains, une rupture significative dans la posture militaire de Rome. Tout d'abord, bien que l'Italie ait fourni un soutien militaire à l'Ukraine relativement modeste par rapport à d'autres alliés occidentaux, il représente néanmoins une rupture par rapport à la politique italienne d'après-guerre. Depuis 1945, l'accent sur la paix a été le principe central, enfin le principe marquant de la politique de défense italienne. Même si cet accent reste important au niveau rhétorique de la part du gouvernement italien depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis février-mars 2022, l'approche aurait quand même changé de façon importante avec de premières livraisons d'armes lourdes par Rome. Deuxièmement, il y a cette idée que l'Italie aurait historiquement maintenu des relations cordiales avec la Russie, un rapprochement qui remonte aux années 1960. Un exemple particulièrement marquant de cette relation est l'amitié personnelle entre Berlusconi et Vladimir Poutine au début des années 2000,
aussi l'intérêt que portait avant la guerre en Ukraine Salvini vers... François, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'est possible d'allumer ta caméra pour qu'on te voit pendant la présentation? On a perdu la caméra. Ok, 2 secondes, je vais... Tu peux allumer ta caméra. Ta caméra à toi de Zoom. Ouais, est-ce que je retrouve la page? Va Dans ton sur Zoom. Zoom, on tourne sur ton PowerPoint. Voilà. Ah, voilà. Très bien, merci. Tu peux repasser. Ok, donc Merci. je continue où j'étais. Donc cet engagement avec Moscou aurait souvent différencié l'Italie de ses partenaires occidentaux dans l'imaginaire collectif, à la fois en Italie et hors de l'Italie. Cependant, l'actuel soutien de l'Italie à l'Ukraine marquerait un tournant significatif dans cette dynamique entre l'Italie et la Russie. Puis finalement, depuis 2018, l'Italie a été gouvernée par divers partis populistes de droite, de gauche et un peu style attrape-tout, anti-système, post-idéologique, dont certains auraient exprimé une sympathie pour les valeurs religieuses, culturelles ou civilisatrices prônées par la Russie. Cependant, malgré ces affinités idéologiques, les partis politiques italiens auraient modifié leur position après le début de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on voit sur le tableau. En fait, c'est selon une étude de Bordignon, Diamanti et Turato en 2022, les électeurs de tous les partis italiens, y compris les partis populistes qui étaient plus eurosceptiques ou critiques des États-Unis, au début de la guerre en Ukraine, on peut tous y voir une hausse du niveau de confiance envers les États-Unis, envers l'Allemagne, et inversement une baisse envers la Russie et la Chine, même pour les partis populistes qui étaient plus près de Moscou à l'époque. Donc, pour certains, la posture italienne semble difficile à saisir. Elle semble d'un côté représenter une césure avec la posture traditionnelle pacifiste et avec un engagement traditionnel plus coopératif, entre guillemets, entre Moscou et Rome. D'un autre côté, un certain populisme pro-russe ne semble pas avoir empêché l'envoi d'aide militaire italienne, notamment par des partis populistes. Dans ce contexte, ma prise de parole vise à répondre à la question simple, comment comprendre l'évolution des positions et des attitudes politiques de l'Italie face à la guerre en Ukraine. Je souhaite faire 3 arguments principaux. Tout d'abord, il faut comprendre le lien que fait Rome entre ses intérêts nationaux en Méditerranée élargie et l'architecture européenne de sécurité globale, dont font partie l'Est de l'Europe et le conflit en Ukraine. Autrement dit, l'Italie mettrait de l'avant une conception transactionnelle de son engagement dans l'Est de l'Europe et en Ukraine et dans la Méditerranée. Deuxièmement, il faut relativiser la place de la Russie dans la pensée italienne. Donc, malgré des relations historiques, culturelles, économiques ou même interpersonnelles plutôt importantes, la place de la Russie dans la pensée italienne est à relativiser. Dans le contexte de changements structurels importants, comme on peut le voir en Europe en ce moment dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Italie n'est pas nécessairement plus prompte que ses autres alliés occidentaux à s'engager de façon coopérative avec la Russie. Puis finalement, le populisme italien aurait eu un impact moins important pour la politique de défense que certains auraient pu le croire initialement au début de la guerre en Ukraine. Je reviens sur le premier argument. Donc, le premier C'est correct, vous m'entendez bien? Oui, on entend. Donc, le premier argument porte sur la conception transactionnelle que fait l'Italie entre la Méditerranée et l'Europe plus largement. Donc, de récents documents stratégiques tels que le document programmatique pluriannuel pour la défense sur la période 2022-2024 mettent de l'avant la Grande Méditerranée comme une zone d'intérêt national prééminent. C'est d'ailleurs dans ce contexte, conformément à ses objectifs de devenir une puissance régionale en Méditerranée, que le gouvernement italien a fait état de désir d'augmenter ses investissements essentiellement vers la marine. La récente stratégie sécurité et défense pour la Méditerranée, aussi publiée en 2022, met de l'avant cette région comme, entre guillemets, la zone d'intérêt stratégique national prioritaire pour l'Italie. Puis au sein de ces documents stratégiques, la Méditerranée élargie est décrite comme étant de nouveau au centre de la scène internationale. Pour l'Italie, la région serait un élément fondamental du renforcement de son rôle sur la scène internationale. Comme l'expliquait l'ancien ministre de la Défense italien, Lorenzo Guerini, l'intention serait donc de promouvoir une capacité d'analyse des crises plus articulée et affinée qui valorise le sud de l'Europe, donc la Méditerranée
jusqu'au nord de l'Afrique. On voit sur l'image la conception de la Méditerranée élargie que tient Rome. Donc, il valorise le Sud comme partie d'une confrontation globale jouée dans presque tous les domaines. C'est d'ailleurs ce que reprend le président Sergio Mattarella en 2022, quand il explique que l'agression russe en Ukraine a encore davantage mis en évidence la continuité géopolitique et l'importance stratégique de relations de l'Italie et de l'Europe avec le bassin méditerranéen élargi, ainsi qu'avec l'ensemble du continent africain. Donc, et puis ce lien transactionnel trouverait aussi écho dans le milieu académique, comme l'expliquent Léo Goretti et Filippo Simonelli dans un article d'un think tank italien. Dans ses relations avec ses alliés européens, le gouvernement a adopté une approche transactionnelle où le mot d'ordre serait de faire avancer les intérêts nationaux perçus de l'Italie dans le cadre de la gouvernance et des règles de l'Union européenne et aussi dans un cadre plus large de l'Alliance atlantique. Donc, en somme, mon premier argument vise à souligner que l'engagement italien doit être compris comme ayant un élément transactionnel. Donc, on ne peut pas dissocier l'engagement italien au sein de l'OTAN envers la situation à l'est de l'Europe et envers l'aide militaire à l'Ukraine de son désir de concevoir plus largement l'architecture de sécurité européenne. Mon second argument porte sur la relativisation et la contextualisation, si on veut, des relations entre Rome et Moscou. Donc, dans les médias et dans le milieu académique italien, il y a une certaine idée préconçue, plutôt importante de lien entre la Russie et l'Italie, de lien historique important. Ce faisant, Rome serait moins prompt que différents alliés occidentaux à s'engager pleinement dans la critique frontale de Moscou et privilégierait plutôt des moyens coopératifs. Donc, ça porte sur différentes idées préconçues, donc des idées d'intérêt stratégique, d'une quête d'un nouveau rôle post-guerre froide pour Rome, de médiateur entre la Russie et les États-Unis, le poids de relations personnelles, je faisais état tout à l'heure entre Berlusconi et Poutine, mais aussi entre Salvini et Lega Nord et le parti de Vladimir Poutine. La crise ukrainienne a aussi souligné l'argument d'une dépendance économique de la part de l'Italie en ce qui a trait aux sources d'approvisionnement de gaz venant de la Russie. Finalement, il y a aussi un argument que l'Italie chercherait à contrecarrer le rééquilibrage progressif du centre de gravité de l'OTAN depuis 2014. Puis finalement aussi cette idée qu'on retrouve beaucoup chez Salvini, par exemple, ou chez Berlusconi, d'un attrait d'une certaine Russie conservatrice et traditionnelle pour un certain type de populisme en Europe. Cette idée que Poutine défendrait des valeurs civilisationnelles, chrétiennes et religieuses. Donc, s'il est vrai que les décideurs politiques comme Berlusconi, Salvini ont entretenu des liens importants avec la Russie et que l'Italie était longuement dépendante du gaz russe, je pense qu'il est important de nuancer cette idée de relation nécessairement coopérative entre l'Italie et la Russie. Certaines études historiographiques, notamment celle de Bétanin en 2012, montrent qu'en réalité, certains États européens, comme l'Allemagne, ont eu des liens plus étroits que l'Italie lors de, si on veut, d'un resserrement de la situation internationale ou un resserrement de l'environnement stratégique international. De plus, certains intérêts permanents de la politique de défense italienne de l'après-guerre froide entreraient en confrontation avec ceux de Moscou. On peut penser par exemple au désir italien de limiter l'émergence d'une puissance en mer Noire, le désir italien aussi d'empêcher qu'il y ait d'autres puissances que l'Italie en Méditerranée, puis finalement des compétitions stratégiques entre l'Italie et la Russie dans les Balkans. D'autres auteurs, par exemple comme Natalizia et Morini, elles expliquent aussi qu'on sous-estime les facteurs structurels. Donc, elles postulent que Rome semble plus encline à adopter une posture coopérative envers Moscou lorsque l'ordre international est stable et exerce moins de contraintes sur les États, que l'inverse serait aussi vrai. Donc, en somme, mon second argument met de l'avant l'idée que l'engagement italien envers la Russie n'a rien de stable et foncièrement acquis à la coopération avec la Russie. Puis mon dernier argument porte sur le populisme et la posture de défense italienne. Donc, depuis les années 90, la politique italienne en matière de défense et d'intervention militaire est marquée par un large consensus bipartisan qui vient de la façon dont la politique a émergé en Italie post-fasciste. Toutes les interventions militaires italiennes qui datent depuis 1946 et de surcroît depuis la fin de la guerre froide, qu'elles soient combattantes ou non, sont présentées comme des missions de paix. Donc, avant la guerre, certains partis populistes italiens, comme la Lega de Salvini et le mouvement 5 étoiles
avec Luigi Di Maio, affichait des sympathies pour la Russie, ce qui reflétait à la fois ce que je nommais tout à l'heure, donc des liens économiques importants, enfin, perception de liens économiques importants et d'opportunités commerciales importantes. Aussi une critique à la démocratie libérale occidentale. Cependant, on voit sous le gouvernement Conte 1 et Conte 2 entre 2019 et 2021 et Draghi entre 2021 et 2022 que l'Italie s'est quand même progressivement réalignée sur des positions pro-européennes et pro-atlantistes, malgré la présence de ces partis populistes au gouvernement. Puis, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, les principaux partis populistes italiens ont dû ajuster leur discours, c'est le tableau dont je montrais au début. Donc, Salvini, par exemple, et Berlusconi, qui avaient auparavant soutenu Poutine, ont dû réviser leur position. Salvini affirmant, par exemple, que la guerre avait changé sa perception de Poutine. Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, bien qu'initialement populiste et plutôt eurosceptique, s'est fermement aligné sur la posture transatlantique pro-ukrainienne et pro-atlantiste, renforçant ses liens avec les États-Unis, notamment lors d'un voyage bien médiatisé aux États-Unis. Ses premiers voyages à l'international sont faits dans le cadre de l'Union européenne. Donc, en somme, mon troisième argument met de l'avant l'idée qu'il faille relativiser l'importance que marque l'arrivée au pouvoir des gouvernements populistes en Italie sur la trajectoire de la politique étrangère et de défense. Donc, en résumé, pour conclure, enfin, je crois que pour comprendre l'évolution des positions et des attitudes politiques de l'Italie face à la guerre en Ukraine, il faut garder trois choses en tête. Donc, premièrement, il faut avoir une conception, en ayant une conception élargie de la défense de l'Europe, l'Italie conçoit de façon transactionnelle son engagement vers l'Est de l'Europe et envers l'Ukraine. Deuxièmement, il faut relativiser la coopération avec la Russie comme constante, enfin, comme donnée constante dans la pensée stratégique italienne. Puis finalement, il faut relativiser l'importance de l'émergence des nouvelles normes de politique de défense qu'aurait marqué l'arrivée au pouvoir de partis populistes en Italie sous les gouvernements Conte, Draghi et Meloni. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Perron, pour cette présentation. Et maintenant, sur cette leçon, on va passer à Alexandre Courtemanche, le dernier, mais non le moindre, de cette grande journée de discussion. Donc, avant de vous donner la parole, je vais rapidement vous présenter. Donc, vous êtes étudiant de la maîtrise en sciences politiques ici à l'UQAM, sous la direction de Justin Massy. Toujours ici, vous avez obtenu votre baccalauréat en cheminement en complétant le cheminement honneur au sein du département de sciences politiques avec une concentration en relations internationales avant de poursuivre au cycle supérieur. Et donc, vous allez nous parler de l'échantillonnage militaire du Canada. La parole est à vous. Alors, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler précisément de la stratégie du gouvernement du Canada en Arctique sous la gouverne du premier ministre Justin Trudeau. Pourquoi vous parler de l'Arctique canadien? Tout d'abord, en 2024, en avril 2024, la militarisation de l'Arctique est avancée dans la mise à jour de la politique de défense de notre Nord, fort et libre. En même temps, on met de l'avant une menace russe à deux niveaux justifiant cette militarisation. D'abord, on avance, et je cite, que la Russie continue de moderniser et de renforcer sa présence militaire dans l'Arctique en investissant dans de nouvelles bases et infrastructures, tout en étant capable de projeter des forces aériennes, navales et de missiles à la fois dans et à travers la région arctique au sens large. Donc, on vient vraiment montrer que la militarisation de l'Arctique commence à représenter une certaine menace qui est perçue ici. Et dans un second temps, on dit qu'il y a un retour, du moins le retour de la guerre en Europe avec l'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie, nous rappelle que les défis militaires liés à la stabilité mondiale violent la souveraineté des États et d'autres principes fondamentaux du droit international. Donc, le gouvernement canadien reprend une certaine conscience à l'endroit des notions de souveraineté. Ensuite, il y a une mise de l'avant de plusieurs projets pour la défense traditionnelle du territoire dans le Nord et en faveur de la sécurité nationale. On met de l'avant plusieurs acquisitions de nouvelles capacités à protéger son territoire arctique et nordique et d'affirmer sa souveraineté. Donc, on veut vraiment mettre en place certains plans pour pouvoir militariser le territoire et le défendre de certaines menaces à son endroit. Par contre, pourquoi c'est particulier? C'est que dès son élection, le Parti libéral cerne certains enjeux importants en Arctique, dont les relations diplomatiques,
la collaboration scientifique et le changement climatique, la lutte au changement climatique. C'est vraiment une approche qui est beaucoup plus diplomatique en 2015 et il semble y avoir un certain revirement face à la militarisation de l'Arctique et sa relation avec la souveraineté. De plus, en 2015, le Parti libéral entreprend un certain détachement dans sa rhétorique sur l'Arctique dès son élection, parce que Harper, auparavant, utilisait beaucoup la souveraineté en Arctique au cœur de l'identité nationale. Donc, on en parlait énormément, mais l'administration Trudeau prend un certain pas de recul quant à l'importance de la défense de la région au profit, surtout, de la sécurité des populations et des communautés qui l'habitent. Cela m'amène à me poser la question suivante. Dans quelle mesure la guerre en Ukraine affecte-t-elle la relation du gouvernement canadien avec sa souveraineté en Arctique? J'ai 3 idées principales pour y répondre, pour expliquer qu'il y a un resserrement de la relation du Canada avec sa souveraineté en Arctique et aussi sur le terrain. Premièrement, il y a une perception canadienne de la menace russe envers sa souveraineté qui est amplifiée, voire développée, et qui redresse la rhétorique du Parti libéral du Canada au fil des années. Ensuite, il y a la politique de défense du Canada, protection, sécurité, engagement, en 2017, qui favorise fortement les investissements importants et utilités multiples pour l'Arctique. Donc, on veut surtout venir en aide de manière à renforcer la sécurité humaine et aussi la sécurité nationale en même temps, ou même la sécurité internationale. Mais c'est vraiment de manière multiple. Et enfin, ma 3e idée, c'est que la mise à jour de la politique de défense du Canada, notre Nord fort et libre, met de l'avant la militarisation de l'Arctique fondée sur des notions de défense traditionnelle et de sécurité nationale. Donc, il y aurait un revirement. Pour y parvenir, je vais en 2 temps. D'abord, je fais une analyse discursive des actes de parole des officiels du gouvernement libéral au sein de la défense nationale de 2015 à 2024. Je vais observer à tous les moments dans des énoncés, dans les discours et les communiqués de presse, lors desquels la souveraineté du Canada en Arctique est mentionnée, et je vais analyser le verbe qui est utilisé juste avant, donc voir de quelle manière on en parle. Et ensuite, dans un second temps, je vais analyser l'échantillonnage militaire en Arctique, donc voir ce qui se passe sur le terrain, de quelle manière on investit, on prévoit, avant-après le début de la guerre en 2022, en utilisant la politique de 2017 et la mise à jour de la politique de défense de 2024. Donc, voici mon tableau avec toutes les données par rapport au discours qui mentionne la souveraineté du Canada. C'est séparé en 6 périodes, le 3 avant et 3 après. Juste comme ça, on est capable de cerner qu'avant le début de la guerre en Ukraine, de 2022, on en parle un peu moins aussi, on se focalise un peu plus sur l'exercice de la souveraineté, un peu sur le faire-valoir, tandis qu'à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur la défense et la protection, ainsi que l'affirmation et le faire-valoir de la souveraineté. On le voit beaucoup mieux quand je le mets en 2 colonnes ici. Donc, avant le début de la guerre en 2022, c'est l'exercice de la souveraineté en Arctique qui prédomine, suivi de faire-valoir, tandis qu'après, on fait valoir et on protège sa souveraineté. Donc, il y aurait vraiment une réorientation de la relation. Maintenant, et un dernier truc, on en parle beaucoup plus maintenant, on ne le voit pas très bien, mais après, en 2 ans, on fait mention à 91 reprises de la souveraineté du Canada en Arctique, tandis qu'avant, en 7 années, on en fait mention à 78 reprises dans les documents. Donc, c'est clair qu'il y a une certaine saillance concernant le sujet pour le gouvernement libéral. Ensuite, j'analyse le document, la politique de défense de 2017, protection, sécurité et engagement. Tout d'abord, les menaces qui sont cernées en Arctique dans le document, c'est le changement climatique et l'exploration commerciale qui peut en découler. On les mentionne parce qu'il y aurait de plus amples opportunités pour des missions, des opérations de recherche et sauvetage pour la défense nationale, et aussi le recours aux forces armées pour venir en aide à la suite de désastres naturels.
fait important à noter, c'est que la seule mention de la menace russe qui est cernée ou qui est perçue en Arctique, c'est en indiquant que c'est l'OTAN qui le mentionne. Donc, ce sont les alliés du Canada qui mentionnent qu'il y a une menace dans la région pour l'instant. Et pour prouver que le Canada investit de manière plus polyvalente, disons, on va regarder tous les investissements et les projets qui s'inscrivent dans la sécurité humaine et à usage multiple. Donc, mon premier tableau. En rouge, c'est la sécurité nationale. En vert, c'est la sécurité humaine. On voit que les deux couleurs se mélangent un peu. On voit aussi que les coûts en milliards de dollars s'inscrivent à un niveau d'environ de 12 à 18 milliards sur un budget de 74. Donc, c'est assez modeste pour la défense ou la sécurisation de la région. Dans tous les cas, les patrouilles extra-côtiers de l'Arctique, on peut les utiliser dans des opérations de recherche et sauvetage, tout en affirmant la souveraineté à l'aide de l'équipage à bord. C'est le même cas pour les aéronefs canadiens multimissions, CP-140. Un autre point important, c'est la modernisation des sous-marins qui s'inscrit dans la sécurité nationale. C'est beaucoup moins cher que d'acquérir une nouvelle flotte de sous-marins qui pourrait venir renforcer la sécurité nationale d'une façon plus longue, mais ça s'inscrit tout de même ainsi. Et tous les projets sont de l'ordre d'une vingtaine d'années, donc c'est sur du long terme. Ensuite, quand j'ajoute les projets qui peuvent aussi aider à l'international, on ajoute encore plus de couleurs parce que c'est à usage multiple. Et on défend encore mieux, on affirme encore mieux, du moins, la souveraineté de l'Arctique, du Canada en Arctique, surtout à l'aide des 88 F-35. Le coût total augmente énormément, mais c'est toujours sur une longue période de temps. Une longue période, je veux dire. Et ça reste que l'usage multiple est vraiment présent. Donc, à ce moment, en 2017, il n'y a pas réellement un plan précis, concret, à renforcer la souveraineté du Canada en Arctique, mais plutôt d'acquérir beaucoup d'équipements qui peuvent venir en aide ici comme ailleurs, ou autant pour notre population qu'occuper le territoire. Ensuite, quand je me penche sur la politique de défense, la mise à jour de la politique de défense Notre-Nord, les menaces soulevées dans la région sont différentes. Maintenant, on mentionne à nouveau le changement climatique et la fonte des glaces qui en suit. La Chine pour des raisons économiques, mais surtout la Russie, comme j'ai expliqué en introduction. Et pour y parvenir, le gouvernement cible surtout des moyens de surveillance et de défense traditionnels qui sont requis afin de faire face à ces menaces. Et pour observer les investissements selon une menace russe perçue par le Canada, alors il faudrait voir des projets qui s'inscrivent dans la sécurité nationale et la défense territoriale. Même exercice avec Notre-Nord. Il y a beaucoup moins de mélange de couleurs. C'est beaucoup plus cohérent avec la sécurité nationale. Les hélicoptères tactiques peuvent quand même être utilisés pour la recherche et le sauvetage. Mais ça reste que la sécurité nationale est quand même favorisée jusqu'à présent. J'ai ajouté la flotte de sous-marins à propulsion conventionnelle qui a été annoncée après la publication de la mise à jour de politique, parce que c'est quand même une décision qui est importante, mais ça reste qu'il y a une certaine discordance entre les projets qui sont financés dans le Notre-Nord et les projets qui sont annoncés en guise d'études ou d'exploration. La flotte de sous-marins en est une et ça reste, le projet avance en ce moment. Et quand on ajoute la sécurité internationale, il n'y a qu'une seule catégorie qui s'ajoute et c'est assez modeste. Donc, ce que je peux en tirer en analysant les projets inscrits dans Notre-Nord, c'est qu'il y a vraiment un favoritisme en faveur de la sécurité nationale, qui est tout nouveau et qui sera dans les 20 prochaines années ce qui attend l'Arctique